Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être si nombreux aujourd'hui avec nous dans ce webinaire organisé par IEX Academy et WeMedia consacré au futur de la production de contenu influencé par l'intelligence artificielle. Je suis David Grunewald, je suis consultant en intelligence artificielle. J'aide les entreprises et les organisations à utiliser les bons outils, les bonnes méthodes pour optimiser les processus de travail. Aujourd'hui, je ne suis pas comme consultant, je ne suis pas là comme consultant, je vais plutôt être le modérateur avec deux experts autour de la table qui vont vous expliquer pendant 45 minutes de manière très pragmatique, et je vous promets, on ne va pas faire de philosophie, quels sont les outils, quelles sont les meilleures pratiques aujourd'hui qui sont utilisées à la fois dans les rédactions et à la fois dans la production de contenu plutôt commercial. Alors, aujourd'hui, on est un peu perdu, on peut avoir le tournis par rapport à ce que ChatGPT nous propose depuis novembre 2022. Chaque semaine, il y a des nouveautés, des nouveaux outils qui apparaissent, des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent, que ce soit en ChatGPT ou autre. Comment faire le tri entre un ChatGPT, un Claude, un Mistral, un Copy.ai ou un Jasper pour pouvoir améliorer son écriture? Comment est-ce que dans les phases de pré-production, je vais pouvoir m'aider de l'IA? Mais la question fondamentale, surtout, c'est par rapport à tous ces outils, elle est double. C'est à la fois savoir quel outil est-ce que je peux utiliser, quelles sont les meilleures pratiques, mais aussi comment faire en sorte que mon contenu reste avec ma patte personnelle, avec l'empreinte de mon entreprise ou de mon média, et de ne pas déshumaniser la production de contenu. Pour répondre donc à toutes ces questions, on va faire appel à deux experts, et donc je suis ravi d'accueillir Catherine Catherine Play, qui a plus de 20 ans d'expérience dans le métier, 15 ans dans les rédactions en tant que journaliste, dans des médias comme Le Soir, Biz Magazine et Le Vif Weekend. Catherine, tu es aujourd'hui copywriter consultante pour différentes marques et différentes agences, et tu as une touche particulière parce que tu adores l'innovation et tu utilises l'IA, mais en mettant un point d'honneur à développer du contenu qui est fortement humain, avec une touche très humaine. Bienvenue. Merci. Bonjour. Florent, salut David. Ravi de t'accueillir. Tu es expert en marketing et en intelligence de données. Tu disposes de presque 20 ans ou plus de 20 ans d'expérience au service des grandes entreprises. Tu as donc mis ton talent ou tes talents au service de P&G, de Nestlé, de Danone. Et tu es aujourd'hui Marketing Intelligence Manager chez ProduPress, où tu optimises les processus éditoriaux grâce à l'intelligence artificielle, et tu enseignes également. En dehors de ça, tu as une passion dans l'enseignement que nous partageons d'ailleurs, l'éthique marketing, l'innovation dans plusieurs institutions européennes, où tu partages ta vision et ton approche stratégique sur l'intégration de l'IA dans nos métiers. Donc voilà, de plutôt très chouettes experts qui vont pouvoir vous aider à éclairer des choses. Alors pour simplifier et pour ne pas partir dans tous les sens, on a décidé aussi de diviser ces 45 minutes en 3 blocs pour parler de l'intelligence artificielle au service de la production de contenu, mais en amont sur la pré-production, la phase de pré-production, de l'idéation à comprendre ce que les personnes ont envie de lire, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui nous aider. Deuxième bloc sera consacré à la rédaction et à la production, et un troisième bloc qui sera consacré là plutôt à la diffusion et à l'adaptation. Si vous êtes toujours là, on continue et on attaque directement le premier bloc. J'ai envie de poser d'abord une question par rapport à toi, Florent. Dans les rédactions aujourd'hui, que ce soit chez ProduPress ou ailleurs, comment est-ce que l'IA a transformé la pré-production de contenu dans les rédactions? Quels sont les outils ou les méthodes qui ont changé? Et puis, qu'est-ce qui n'a pas changé? Très bien, déjà peut-être rappeler que ProduPress c'est avant tout 2 magazines qui sont liés à l'automobile, le Moniteur Automobile et AutoGuides. Et donc tout ce qu'on fait en termes de recherche, en termes de préparation est axé sur ce thème de l'automobile. Donc il y a 2 tâches qui sont très importantes pour nous. C'est premièrement de savoir quels sont les sujets qu'on doit aborder, quels sont les scoops à aller répercuter vers nos lecteurs. Et la deuxième étape, c'est aussi la préparation des questions pour les interviews. Quand on va interviewer quelqu'un, que lui poser comme question pour que ce soit le plus pertinent possible pour nos lecteurs. Et donc par rapport à ça, on va avoir une assistance qui de plus en plus va nous être apportée par l'intelligence artificielle.
Donc, notamment ChatGPT qui va nous aider à créer la liste des questions qu'on va poser aux différentes personnes qu'on va interviewer. C'est très simple, hein, simplement dire va chercher de l'information sur le moniteur automobile, va chercher de l'information sur la personne qu'on va interviewer. Voilà quel va être le sujet, donne-moi une liste d'une dizaine de questions. Donc ça va très très vite et derrière il y a une petite partie de filtrage qui est fait humainement. Et puis alors pour tout ce qui est recherche de scoop, recherche d'articles intéressants, ici on va travailler avec de l'agrégation de flux intelligente. On travaille notamment beaucoup avec un outil qui s'appelle Feedly, qui est un agrégateur de flux RSS, qui dans le passé allait simplement lire les flux qu'on lui disait de lire. Grâce à l'AI, aujourd'hui, il va lire l'intégralité des flux présents sur le web et aller simplement extraire l'information qui correspond au topic qui nous intéresse. Pour nous, les topics, c'est simplement les 50 marques automobiles qui sont présentes sur le marché belge. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui change. Ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours, à la fin de tout ça, une intervention humaine pour vraiment venir faire le filtrage final et pour apporter la touche personnelle de notre magazine. Donc il n'y a pas de contenu complètement automatisé aujourd'hui dans la rédaction? Chez nous aujourd'hui, non, c'est un choix parce qu'on veut avoir une ligne éditoriale, on veut avoir un ton qui reste similaire à ce qu'il a été par le passé. Et donc on va avoir tendance à quand même rajouter une couche de filtre humaine avant de lâcher le contenu. Okay. Catherine, toi, à ton niveau, comment est-ce que l'IA t'aide en pré-production à mieux comprendre les tendances, à mieux comprendre ce que les gens ont envie de lire, et est-ce que tu t'en sers également à ce niveau-là? Oui, c'est une bonne question parce qu'évidemment quand on est rédacteur, on pourrait croire que l'intelligence artificielle peut nous aider à écrire, etc. Mais c'est une expertise qu'on a déjà, on a ses propres habitudes, son propre tone of voice, et donc c'est pas sur ce créneau-là que l'intelligence artificielle peut nous aider, mais c'est plutôt dans toute la phase préparatoire. Donc quand on a par exemple un nouveau client, un nouveau projet qui arrive, on peut nourrir l'intelligence artificielle, en l'occurrence moi dans mon cas ChatGPT, avec tout le matériel de la marque, son histoire, son site internet, ses valeurs, son why, ses messages clés, etc. Et puis interroger l'intelligence artificielle sur base de ce qu'on la nourrit pour définir les différents personas, les différentes audiences cibles, pour après challenger évidemment ces personas, voir s'ils sont en phase avec la marque qu'on leur représente, et puis établir quels sont les messages types et les messages clés qui seront susceptibles d'intéresser et de toucher les audiences. Donc pour toute cette phase préparatoire, en définition des audiences et des messages clés, l'intelligence artificielle est hyper intéressante. Donc si je comprends bien, l'IA permet également d'améliorer l'efficacité du texte qu'on produit, puisque ça va rencontrer normalement plus des insights qu'on aura analysés en amont de la rédaction, et donc d'avoir des choses qui seront normalement des textes qui seront plus performants, que ce soit des textes commerciaux, mais aussi des textes plutôt journalistiques, si je vous entends bien. Exactement, c'est une mine d'informations, et quand on est rédacteur, on peut parfois avoir le biais de se dire je suis l'audience cible et voilà les messages auxquels je suis sensible. Et là, on ouvre les champs des possibles en ayant aussi quelles sont les frustrations d'une audience cible auxquelles je ne pense pas parce que je n'ai pas forcément ces frustrations-là, quels sont ses pains, quels sont ses besoins. Et sur base de toutes ces informations, pouvoir alors arriver à définir et rédiger un message qui va vraiment toucher l'audience. Florent, une question de suivi peut-être. Le Washington Post, le Huffington Post, enfin le New York Times ont investi dans des outils qui scrutent les réseaux sociaux, qui analysent un peu les sentiments, les hot topics du moment. Ce sont des choses que vous faites également pour vous inspirer sur les prochains articles à développer, ou à la limite faire un peu d'investigation, du journalisme de terrain? Alors c'est des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on faisait déjà avant même l'arrivée de l'AI. On utilisait certains outils, notamment simplement un Google Analytics pour savoir quels étaient les articles les plus lus sur notre site, étaient déjà suffisants pour avoir une vue sur les intérêts de nos consommateurs, de nos lecteurs. Utiliser des outils de recherche d'affinités de marque ou des affinités avec certains concepts sans utiliser l'AI, on le faisait avec des outils tels que Soprism par exemple, société belge qui est active dans ce domaine-ci. Et là, je dois dire que pour l'instant, sur ce domaine-ci, on ne voit pas encore vraiment d'ajout supplémentaire de l'intelligence artificielle. Il faut dire aussi qu'on a un secteur d'activité qui est assez étroit, hein, le domaine automobile. Donc c'est un domaine qu'on a finalement assez de facilité à comprendre avec l'expérience. Un New York Times qui va aller sur des thématiques beaucoup plus larges, je comprends que lui, de son côté, va avoir besoin de beaucoup plus de ce genre d'outils. Ouais. Donc chez nous,
ce qu'on avait avant l'arrivée de l'AI dans ce domaine-ci nous suffit toujours aujourd'hui. Ok. Question ouverte à vous deux. Dans le champ des possibles aujourd'hui avec l'IA, on se rend compte qu'il y a pas mal de journaux et de générateurs de contenu qui ont développé des automatismes où on commence à développer de l'information de synthèse. Hein. C'est basé sur le data journalisme qui écrit automatiquement des articles et qui sont presque automatiquement diffusés. On a toujours un petit peu peur de déshumaniser le journalisme ou la génération de contenu. D'autres se disent, en fait, à partir du moment où ce sont des informations qui n'ont pas une forte valeur ajoutée, ça permet justement de dégager du temps de ces journalistes pour faire du journalisme de terrain, pour aller plus loin dans le journalisme d'investigation, pour écrire des articles de fond qui prennent plus de temps. Et donc, quelle est un peu votre vision, et toi également Catherine, par rapport à cette évolution du métier ou des métiers dans le journalisme et de l'implication de l'IA? Tu veux commencer ou... Je peux commencer. Moi, j'ai quitté la presse il y a 5 ans. Il y avait déjà une énorme pression sur les journalistes pour faire de plus en plus de choses, être présent à la fois dans la presse écrite, dans la presse digitale, écrire des articles de blog, d'être présent sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, c'est vrai que si l'intelligence artificielle peut aider les journalistes à dégager du temps pour se consacrer sur les sujets qui leur sont chers, sur des recherches, sur des sujets à valeur ajoutée, et pas simplement bâtonner des dépêches ou écrire des éléments factuels et assez basiques, je pense que les journalistes seront, j'en fais plus partie maintenant de ce métier, mais ils seront d'office friands et motivés pour aller dans cette voie-là. Donc effectivement, c'est pertinent. À partir du moment où il y a cette couche-là qui peut être ajoutée pour réfléchir à davantage de créativité et de la rencontre humaine, quoi. Florent, rapidement, tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est quelque chose que j'observe aussi chez les journalistes de notre rédaction. Il y a une image du journaliste qui est limite une image romantique du journaliste qui écrit son article sur sa machine à écrire dans une ambiance enfumée. Et ça fait partie de l'imagerie du journaliste et c'est sans doute une des raisons qui ont poussé beaucoup de personnes à aller vers le journaliste, cet amour de l'écriture. Et donc cette tâche qui est centrale dans le métier de journaliste, c'est une tâche sur laquelle le journaliste a beaucoup de mal à ce qu'on vienne empiéter dessus. Et donc l'écriture, en tout cas dans notre rédaction, reste une tâche purement humaine, purement journalistique, mais ce même journaliste se rend compte aussi que l'AI, en allant le décharger d'autres éléments en pré-écriture et en post-écriture, ça va lui donner beaucoup plus de temps pour faire justement ce qui l'intéresse, l'écriture. Et donc, le journaliste chez nous va être très intéressé à ce qu'on intègre plus d'AI pour qu'il puisse finalement faire son shopping, garder les tâches qui l'intéressent et laisser les tâches répétitives aux mains de l'intelligence artificielle. Ouais. Alors en parlant d'écriture, j'entends souvent des gens me dire alors j'ai demandé des trucs à ChatGPT mais il n'écrit pas bien, c'est verbeux, c'est empoulé, c'est un style ChatGPT. C'est vrai que ChatGPT a des tocs dans différents langages et donc c'est aussi très énervant. En même temps, il y a des moyens de contourner ça. Catherine, comment est-ce que tu fais pour contourner ces tocs d'écriture? Et est-ce que tu testes d'autres outils ou bien tu as les prompts magiques qui permettent de détourner ces tocs d'écriture? Effectivement, il y a des grands tocs d'écriture. Donc, je pense que pour pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. En tant que créateur de contenu et rédacteur, on est vraiment à la croisée des chemins. Soit on décide d'investir dans la recherche de prompt, du prompt magique, mais existe-t-il? Ça, c'est vraiment la question. Et on passe son temps à prompter, optimiser les prompts, analyser, faire de la veille d'intelligence artificielle, parce que c'est vrai qu'il y a constamment des outils, des évolutions, etc. Et là, en fait, mon métier se transforme. Je ne suis plus rédacteur, mais je deviens un peu dompteur d'IA. Et peut-être que les plus tech de mes confrères adoreront évoluer dans le métier. Moi, ce n'est pas ça que j'aime personnellement. Donc, ce n'est pas vers cette voie-là que j'ai envie d'aller. Ce qui me plaît, c'est d'écrire, rédiger, convaincre mon lecteur, lui raconter une histoire, l'emmener d'un point A et d'un point B. Et donc, plutôt que de passer toute mon énergie et mon temps, qui est déjà assez compté, à essayer de comprendre tous les ressorts de l'IA, je vais plutôt l'utiliser pour booster mon travail, l'optimiser. Donc, ce n'est pas forcément dans la recherche du prompt idéal que je vais aller, mais plutôt comme un sparring partner qui va être là pour me nourrir, m'aider, challenger mon travail. Et donc, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas vraiment des prompts spécifiques, mais j'utilise vraiment là pour améliorer mon travail, faciliter mes recherches et ce genre de choses, quoi. Il y a un sparring partner, mais tu n'es pas dompteuse de prompt. Exactement. Je
Je propose de passer dans le bloc 2 sur la production et la rédaction. On l'a un tout petit peu abordé déjà ici, mais quels sont aujourd'hui les outils IA au sein de la rédaction en phase de production? Quels sont des outils qui seraient aujourd'hui indispensables et quels sont les conseils à donner par rapport à nos participants à ce webinaire qui seraient des outils qui seraient intéressants à tester? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la différence entre l'écriture, la qualité d'écriture de ChatGPT versus Claude ou versus même un Mistral. On a parlé de Jasper, on a parlé de Copy AI. Quel est ton avis et quel est l'avis aussi des rédacteurs au sein de la rédaction? Alors nous, de notre côté, on a fait un peu le tour du marché. Comme tout le monde, on a commencé par ChatGPT. Et je pense qu'il y a une certaine inertie qui s'est mise en place, qui fait que, étant donné que ChatGPT était le premier, c'est toujours celui vers lequel on a tendance à revenir. Alors pas uniquement pour une question d'habitude, aussi pour une question de contenu, pour une question de qualité. Par rapport au type d'article que l'on écrit, on a l'impression que c'est vraiment ChatGPT qui nous apporte le plus la qualité, en tout cas le niveau de ce qu'on attend. Il ne faut pas oublier que l'AI générative, c'est avant tout un outil qui a des algorithmes basés sur les probabilités derrière et que donc tout va vers le plus probable. C'est une sorte de nivellement par le milieu. Alors des fois on dit que c'est mauvais ou que c'est bon. Pour moi, ce n'est pas un nivellement vers le bas ou vers le haut, mais vers le milieu. Ce qui fait que tout le monde finit par avoir un style d'écriture qui reste le même si tout le monde utilise le même outil. Et donc c'est la raison pour laquelle derrière, on va essayer de faire rentrer le ton de nos journalistes, le ton de notre rédaction en sortie de ce qui va être généré textuellement par ChatGPT. Et donc c'est plus facile pour nous d'aller rajouter ce ton du journaliste sur la sortie qui vient de ChatGPT que sur les sorties qui viennent d'autres outils. C'est la raison pour laquelle on l'utilise. On utilise aussi, un article, ce n'est pas uniquement du texte, aussi de l'image. Donc on utilise beaucoup de génération d'images via Midjourney. C'est celui sur lequel on a les meilleurs résultats en termes de qualité, parfois de visage, de main, quand on doit utiliser des personnes dans nos images. Et on fait beaucoup communiquer l'un avec l'autre. Donc ChatGPT génère des descriptions d'images qu'on va ensuite générer dans Midjourney. L'image générée par Midjourney, on va l'intégrer dans ChatGPT pour qu'il puisse nous décrire l'image et la rendre encore meilleure par la suite. Donc, chez nous, il y a énormément de dialogue entre les deux qui se passe. D'accord. Catherine, au niveau de ChatGPT, qui est ton sparring partner, mais tu as ta patte au niveau de la rédaction, en dehors de la rédaction aidée et de la correction orthographique, est-ce qu'il y a d'autres aspects pour lesquels tu utilises ChatGPT dans la phase de rédaction ou dans la phase de préparation? Alors, dans la phase de préparation, il y a quelque chose qui a changé ma vie en tant que rédactrice de contenu, c'est quand je suis briefée et que, même quand j'étais journaliste, en fait, j'enregistrais une interview et puis j'avais des enregistrements de 45 minutes que je devais manuellement au départ retranscrire. Rien que ça, avec des outils comme Transcriptor ou même ChatGPT ou même Word, maintenant je peux... J'enregistre mon interview, je le mets dans Transcriptor et puis après j'ai chaque fois tout qui est retranscrit. S'il y a une phrase qui n'est pas très bien traduite, j'appuie sur un bouton, j'entends juste cette phrase. Donc déjà ça m'a fait gagner un temps fou. Pareil, je vois une vidéo très intéressante dans le cas d'un de mes clients qui a une expertise particulière que je ne maîtrise pas. Avant, je devais écouter cette vidéo, faire pause, retranscrire et puis me nourrir et travailler là-dessus. Là maintenant, j'injecte la vidéo, je demande un résumé, les 3 éléments clés et sur base de ça, du coup, je peux rédiger mon contenu. Donc ça facilite énormément la tâche. Après, là où je peux aussi l'utiliser, c'est par exemple pour des clients pour lesquels je travaille depuis 2-3 ans. Donc il y a une certaine routine qui s'est peut-être mise en place, peut-être un manque d'attractivité de mon côté, peut-être je peux le reconnaître. Je peux, grâce à des MyGPT ou des choses comme ça, uploader tout le contenu que j'ai déjà rédigé, demander à ChatGPT de se connecter au site de mon client où il y a énormément d'informations. Et puis, par exemple, dans le cadre des réseaux sociaux, demander à ChatGPT, fais-moi un calendrier éditorial avec telle fréquence, je veux tel type de format, 3 carousels, 4 reels, il y a telle actualité, regarde dans les marronniers qui sont intéressants pour ma marque, ce qui peut intervenir pour le mois prochain, regarde ce que j'ai écrit les autres années pour le mois de décembre en termes de remercier
tous les clients pour leur fidélité en fin d'année, annoncer en janvier les grands temps forts de l'année, des choses comme ça. Et donc, sur base de tout ça, je peux avoir une proposition de calendrier éditorial que je vais après évidemment challenger, mais ça me donne déjà une première base et ça m'évite d'être toujours dans les mêmes poncifs et les mêmes habitudes et peut-être aussi apporter une touche de nouveauté et de créativité de ce point de vue-là. Donc, il y a la partie calendrier éditorial. On peut aussi l'utiliser pour se challenger dans tout ce qui est modération de contenu. Donc, demander à ChatGPT d'avoir un ton passif-agressif et d'être là comme un troll, lui soumettre quels sont les points de fragilité de la marque et s'entraîner aussi à répondre à ce genre de contenu. Tout ça peut être intéressant et nous aider à travailler et améliorer le contenu. Alors, là, tu as parlé des GPT. Peut-être pour les participants, réexpliquer un petit peu ce que c'est, mais aussi quel est le potentiel des GPT. Je pense que la plupart des entreprises, des personnes que je vois, la plupart des gens ont testé évidemment ChatGPT, Claude, mais développer leur propre GPT, ça c'est encore autre chose. Je pense néanmoins que c'est une sorte d'évolution. Si on arrive à formuler un prompt qui nous sert, le next step, c'est d'en créer un GPT et d'avoir en fait avec soi tous les jours une batterie de chatbot avec des fonctionnalités spécifiques qui vont nous servir à automatiser certaines tâches. Pour ceux qui se disent « mais moi je ne sais pas créer un chatbot », en fait si vous savez créer un slide PowerPoint, c'est aussi simple que de créer un slide PowerPoint, ça prend juste une dizaine de minutes pour créer votre automatisation et avoir ce GPT qui est à la fois personnalisé, vous pouvez utiliser personnellement, vous pouvez partager avec vos collègues, ou vous pouvez mettre également dans le GPT Store. Je ferme cette parenthèse pour dire qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont créé des GPT. J'ai moi créé une dizaine de GPT qui, par exemple, me permettent de faire ma revue de presse tous les jours en glissant les PDF de journaux. Il me scanne tous les articles sur l'intelligence artificielle. Il me crée des slides PowerPoint et il me fait des posts LinkedIn. Alors, j'ai évidemment un résumé, mais ça m'évite de devoir parcourir les journaux de fond en comble. Ça, c'est un exemple mais il y en a plein. Au sein de la rédaction aujourd'hui chez Produit Presse, vous avez développé des GPT et à quoi servent-ils ? Alors, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de financement de Digital Wallonia pour développer nos propres GPT. Et donc, on a décidé d'aller créer différents GPT correspondant aux différents styles de nos journalistes. Donc, on a une rédaction qui est composée de plusieurs journalistes et on a un GPT Xavier, un GPT Classe, un GPT Laurent qui vont apprendre sur les styles d'écriture de chacun de nos journalistes, leur propre tic d'écriture. Donc on va ici remplacer peut-être des tics d'écriture de ChatGPT par des tics d'écriture plus personnels puisque ce sont ceux de nos journalistes. Et ça va nous aider aussi à rendre beaucoup plus naturelle la traduction. Étant donné qu'on a un magazine bilingue, le jour où Xavier écrit un article en français et qu'on a besoin de l'équivalent en néerlandais, on ne va plus dire traduit l'article du français vers le néerlandais, mais traduit l'article de Xavier vers Classe. Et donc, on va au passage aller ajouter la manière d'écrire du journaliste qui a été choisi en destination. As-tu, Florent, un GPT que tu utilises personnellement, qui est utilisé au sein de la rédaction, que tu pourrais conseiller aux participants à ce webinaire ? Alors moi, il y en a un que j'utilise de manière journalière, que ce soit pour le rédactionnel, pour la publicité ou autre. C'est un GPT qui s'appelle Describe AI. C'est un GPT qui est disponible dans la version pro de ChatGPT et qui va, sur base d'une image, en faire une description en 1000 mots. Alors 1000 mots, c'est déjà une très très belle description, mais ça permet de partir de n'importe quelle image et d'avoir un prompt très très précis, ultra précis, pour aller donner à Midjourney, pour aller générer l'image de notre choix. Alors quand on voit par exemple une image sur le marché pour une publicité ou autre, on dit ça c'est une très très bonne idée, mais si on pouvait remplacer cette voiture par telle autre marque ou cette personne par une autre personne, ce serait génial. On génère cette description de 1000 mots, on va juste changer à 2-3 endroits par rapport à ce qui nous intéresse et on a tout de suite la photo qui nous intéresse. Super. Catherine ? Non, j'ai pas de prompt privilégié, mais par contre j'ai une chouette expérience. J'ai dû travailler dernièrement sur des pages de vente d'une grande association en Belgique et qui a énormément de wording spécifiques par rapport à leur donateur et des termes qu'ils ont l'habitude d'utiliser.
Et donc, en temps normal, ça m'aurait pris quelques heures pour bien comprendre le wording, comprendre le tone of voice de ce client pour utiliser les bons mots. Et ici, vraiment, il s'agissait d'une adaptation néerlandophone, donc comme tu dis, vers le français. J'ai chaque fois demandé au départ de traduire en s'inspirant du wording et du tone of voice du site web qui regorge de textes énormes. Puis j'avais une bonne base qui utilisait les bons mots, parce qu'il n'y a rien à faire quand on fait la traduction, il y a plein de synonymes possibles. Et sur base de ça, je réécrivais complètement le contenu, mais j'étais au moins certaine d'utiliser les mots habituellement utilisés par les clients, qui étaient du coup assez contents. Voilà. Alors, petite nuance, toute personne qui utilise ChatGPT version gratuite a accès au GPT, mais vous ne pouvez créer vos propres GPT que si vous avez un abonnement payant. Néanmoins, donc, il y a une bibliothèque assez extraordinaire de choses qui peuvent vous aider. Si je peux vous donner un truc et vous n'arrivez pas à bien écrire votre prompt, utilisez le GPT qui s'appelle SAM, the Prompt Generator. C'est un must. Vous lui expliquez le prompt que vous voulez créer et il vous fait un descriptif qui est vraiment très précis. Et donc, vous devenez presque un prompt engineer en quelques minutes. Je blague un peu, mais ça permet d'aider pas mal. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'automatisation dans la rédaction de contenu. On dit que l'automatisation, c'est un peu l'opposé de la créativité. Est-ce que l'IA, en même temps, ne va pas nous aider à être plus créatifs? C'est un débat que j'ai souvent avec mes étudiants ou avec des concepteurs, en disant on craint un peu la standardisation des choses. Moi, mon avis, c'est plutôt que, en fait, c'est un formidable sparring partner qui va nous permettre de pousser beaucoup plus loin la réflexion créative, que ce soit dans la génération d'images ou que ce soit dans la rédaction et dans l'investigation. Quel est votre avis par rapport à ça, Florent? Je pense que la première chose à faire, c'est de ne pas considérer l'AI comme un remplaçant du journaliste, mais comme un nouvel outil dans les mains du journaliste. Et je pense que le journaliste, au fil des années, a eu progressivement des tonnes de nouveaux outils qui, au début, étaient des innovations, qui sont devenus, avec le temps, des outils traditionnels, classiques et habituels pour lui. Et je pense que l'AI doit être utilisé de la même manière. Donc, ne pas penser que l'AI va écrire à notre place, mais plutôt faire la liste de toutes les choses qu'on n'aime pas faire en tant que journaliste et de se demander, ces choses-là, est-ce que je peux les déléguer à l'AI? Ce qui fait que ça va me laisser plus de temps pour les tâches qui, moi, m'intéressent, qui sont les tâches créatives. Et donc, c'est un peu la manière dont on l'utilise actuellement. Okay. Donc, je délègue et ça me permet de me concentrer sur ma propre créativité. Je délègue ce que je n'aime pas. Mais ce n'est pas un émulateur de ma créativité dans l'interaction avec l'IA. Dans la manière dont on l'utilise, nous, pour l'instant, non. C'est peut-être aussi dû à notre type d'article, encore une fois, hein. Un test de voiture, finalement, c'est un billet d'humeur de la part d'un journaliste qui a testé la voiture. Et suivant que le journaliste aime ou n'aime pas l'électrique, aime ou n'aime pas tel type de design de voiture, ça reste un billet d'humeur. Et donc ici, c'est quelque chose sur lequel le journaliste ne va pas vouloir avoir d'aide de la part de l'AI. Il veut vraiment dire ce qu'il a ressenti au fond de lui quand il a testé la voiture. Catherine, dans la rédaction qui est une rédaction plus commerciale, est-ce que l'IA est un émulateur de créativité pour toi ? Pour moi, il y a deux choses. Il y a par exemple les textes qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, les textes assez longs, par exemple des FAQ, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, des longs articles de blog qui sont là uniquement pour du SEO. Je pense à un client qui a un budget très très limité, qui doit lancer toute une chaîne de mails en automation, etc. Tout ça, ça permet de générer pas mal de quantité avec un contenu assez standardisé, mais où moi, je n'ai pas forcément de valeur ajoutée de perdre une journée à écrire tous les FAQ pour un client. Donc là, effectivement, c'est un gain de temps pour moi parce que c'est du boulot un peu ennuyant, un gain d'argent aussi pour mon client. Et puis sur base de cette base-là, j'amène la créativité en retravaillant évidemment le tone of voice, en faisant en sorte qu'on le lise jusqu'au bout et des choses comme ça. Donc ça, c'est pour les grands contenus. Après, pour la partie créativité, il faut évidemment toujours le voir comme un sparring partner. Et moi, ce qui me fait vraiment parfois peur, c'est de se dire... Ok, je demande à ChatGPT, ça fait le job et je mets mon cerveau sur pause en fait. Je me contente de ce qu'il a donné et là, effectivement, on va arriver à des contenus très standardisés, à des contenus très ennuyants à lire ou même on va scroller sans avoir envie de cliquer sur les 3 points sur LinkedIn pour lire l'ensemble du post. Et là, c'est mes limites, moi, pour la partie créativité. Pour le moment, tant que je peux m'en passer et tant que je suis contente des idées que je peux générer et que mes clients en sont contents, ça me suffit parce que la créativité, ça vient... de faire un lien entre deux choses que j'aurais aperçues
en lisant, en allant au cinéma et des choses comme ça. Et je ne peux pas me contenter de ce que ChatGPT me dit parce que sinon, en fait, rien que pour mon cerveau sera plus en ébullition. Je me contenterai toujours de reprendre quelque chose de pré-mâché et j'ai l'impression que, enfin, je suis même certaine qu'il faut pouvoir continuer à entraîner son cerveau régulièrement pour continuer à être créatif. Donc, je ne veux pas me reposer dessus. Je peux éventuellement challenger mes idées, lui demander une base et faire un travail de ping-pong, mais je ne peux pas tout miser là-dessus. Alors moi, ça m'amène à une réflexion. Je pense qu'on en revient toujours à la même question qui est la question cruciale quand on parle d'intelligence artificielle. C'est est-ce que ça a été créé par l'intelligence artificielle ou est-ce que ça a été créé avec l'intelligence artificielle? Si ça a été créé par l'intelligence artificielle, on est sur une standardisation normale, il n'y a plus grand-chose à apporter, on va arriver sur des contenus standardisés. Quand c'est créé avec, c'est la touche personnelle de l'être humain, la créativité humaine qui pourra être accélérée. Alors je regarde un petit peu ici, il nous reste combien de minutes? Voilà, on est déjà passé à la suivante. Donc, pour vous dire que je voulais justement parler de l'évolution de la diffusion. On comprend aujourd'hui que l'IA intervient beaucoup en amont, pendant la rédaction ou pas, mais c'est également un facilitateur et un accélérateur de diffusion ou sur différentes plateformes. Comment ça se passe aujourd'hui, Florent, au niveau de la rédaction? Comment est-ce que vous utilisez l'IA pour les diffusions? Je dirais que c'est la partie du processus où l'AI nous aide le plus, encore plus que pour la préparation, puisque là, on va avoir la possibilité, grâce à un travail qui va être fait sur l'article magazine, qui est vraiment notre master, on va laisser l'AI aller dispatcher, transformer, adapter en fonction des différentes audiences, des différents canaux. Alors ça va se traduire comment? Ça va se traduire par la traduction, qu'on a déjà abordé avec nos propres GPT. Ça va se traduire également par la transformation d'un article papier en un article web qui va être optimisé pour le SEO, donc avec tous les tics d'écriture qui vont augmenter la valeur SEO d'un article. On va avoir d'ailleurs, on a aussi la traduction non seulement pour les articles papier, mais aussi pour les vidéos, les traductions avec changement des mouvements des lèvres pour que le test de la voiture qui a été fait en français ça soit traduit en différentes langues. On a déjà fait des tests avec le néerlandais, le turc, l'italien, le chinois. Ça fonctionne très très bien quand on le fait écouter à des auditeurs natifs. Et puis il y a aussi quelque chose qui est aujourd'hui un nouveau champ de bataille très important pour la presse, qui est le podcast, et donc la possibilité d'aller transformer automatiquement un article magazine en un podcast, un dialogue entre deux personnes. Oui. Ça, c'est vraiment des outils qui nous aident énormément pour aller diffuser cette source papier vers le papier web, vers la vidéo web et vers le podcast web. Donc une automatisation, une facilitation pour, à partir d'un master, de nourrir différentes plateformes de manière plus pointue. J'ouvre une parenthèse, au niveau de la vidéo, je vous conseille de tester Opus Clip, qui permet à partir d'une vidéo longue master de refaire un découpage automatisé par l'IA qui choisit les meilleures séquences, adaptées aux plateformes, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, et qui, en fonction des particularités de la plateforme, mais aussi des objectifs que vous aurez déterminés, va prendre des morceaux choisis pour faire la réédition de chacune des vidéos, de manière quasi automatique, avec évidemment Human in the Loop, quelqu'un qui vérifie, mais ça c'est quand même aussi des choses assez intéressantes. C'est quelque chose qu'on fait aussi avec un autre outil qui fonctionne très bien, qui est similaire, qui s'appelle Clap, et qui va en même temps faire la traduction, le sous-titrage en real-time de la vidéo. Catherine, toi, au niveau de tes clients, est-ce que tu leur conseilles aussi de passer dans cette ère du contenu audio et vidéo? On parle aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, en 3/4 d'heure, c'est difficile de parcourir tout le paysage de l'IA, mais on parle aussi des avatars. Alors les avatars vocaux, qui ont atteint un niveau de perfection juste hallucinant, mais aussi les avatars physiques. Et donc pouvoir avoir quelqu'un qui prend la parole pour expliquer un produit, pour répondre à des questions. Quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu recommandes ça? Est-ce que tu recommanderais ça à tes clients, de rentrer dans cette ère nouvelle? Heureusement, le budget est limité, qu'on ne peut pas forcément engager une boîte de prod pour venir filmer des personnes. Effectivement, c'est hyper précieux de pouvoir travailler avec ce genre d'outils. Après, il y a quand même pour le moment encore des limites.
C'est-à-dire que si on est sur le marché national du côté francophone, néerlandophone, qu'on a un founder qui parle français, pas très bien néerlandais, on pourrait se dire génial, on va pouvoir créer un avatar. Enfin, on va pouvoir l'utiliser et demander à l'intelligence artificielle de s'exprimer en néerlandais, la bouche va bouger en fonction, etc. On va juste se retrouver avec un accent hollandais. Pareil, l'accent français, si on le teste sur ce genre d'outils, on a plutôt un accent canadien. Donc la tendance est plutôt du coup à l'utiliser quand on s'exporte à l'international, vers l'anglais, etc. Là, ça fait vraiment, vraiment le job. Et donc en tout cas, il y a des prémices assez importantes. On pourrait l'utiliser pour des témoignages clients. On sait qu'on est à une ère du tout vidéo, même avec des agents conversationnels, travailler sur la voix, etc. Ça devient davantage un réflexe, même pour les jeunes générations, d'écouter plutôt que de lire. Et bon, donc, témoignages clients, de vrais témoignages clients pourraient être utilisés avec des avatars pour donner un côté plus humain et plus facilement lu et digéré sous le format de la vidéo que du texte, quoi. Donc ça peut effectivement être très très utile. Alors petit truc par rapport à ce problème en effet de la qualité de la langue et souvent ce sont des accents hollandais ou ce que je conseille en général à mes clients, c'est de cloner la voix d'une personne néerlandophone qui va lire pendant plusieurs minutes et demander à Eleven Labs de digitaliser cette voix avec les accents, avec les intonations. Et donc là, on a à disposition en fait une voix synthétique qui correspond à un accent sur lequel on aura fait un choix personnel et puis de l'utiliser dans différentes applications. J'invite vraiment tous les participants également à télécharger dans le mode du podcast, à télécharger Eleven Labs qui a généré une application gratuite qui vous permet de lire le contenu qu'il y a sur votre écran ou de télécharger un PDF et de vous faire une lecture avec une voix extrêmement professionnelle dans différentes langues qui vous permet en fait de comprendre le contenu. Et puis on va parler, je pense, un petit peu de Notebook LM qui est aujourd'hui alors on peut aimer ou ne pas aimer les outils développés par Google, mais toute la communauté IA s'accorde à dire que c'est un outil assez exceptionnel, qui ne remplace pas ChatGPT, mais qui est un complément, que vous fassiez de la recherche, que vous soyez en train de travailler sur un sujet. Notebook LM vous permet de charger jusqu'à 50 documents PDF format texte, de référencer des sites web ou des vidéos sur YouTube, et donc de créer votre Knowledge Center sur un sujet. La pertinence de Notebook LM, c'est de comprendre les informations clés, de pouvoir vous faire un résumé, de pouvoir interroger votre base de données, mais aussi, et ça c'est assez exceptionnel, de créer un podcast avec 2 voix dynamiques, jusqu'à présent uniquement en anglais, mais les évolutions des langues arrivent, mais qui est d'une pertinence et d'une précision redoutable. Alors, tu as eu une expérience cette nous, semaine. on l'utilise pour nos articles, c'est vraiment bluffant. Prendre un article, le transformer en 15 minutes de dialogue entre 2 personnes, avec de l'humour, avec des intonations de surprise, etc. C'est vraiment bluffant. Donc voilà. Alors, je ne sais pas si on entend le son, mais à partir de 4 documents ou 5 documents PDF et un site une vidéo YouTube, j'ai demandé de créer un podcast. Ça met 5-6 minutes à générer. Et voilà, on va écouter les 15 premières secondes de ce podcast. Accrochez-vous. All right, let's dive into this. AI and the future of work. Everyone's talking about it, right? But what's the reality? We've got a whole bunch of reports, research papers, even a Fortune interview, all trying to figure out how AI, especially these LLMs, are going to shake things up. We're going to cut through the hype, cut through the fear, and try to give you a clearer picture of what's actually coming. Yeah, and it's something a lot of people are already thinking about. Like there's this BCG report, AI at Work 2024, and get this, 79% of workers in the Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez balèze, comme on dit. Il y a beaucoup de médias qui utilisent cet outil-là pour après repasser dans Eleven Labs, mettre des voix francophones ou des voix d'une autre langue, et puis mettre ça sur Avatar dans iGen pour avoir des gens qui s'expriment, mais avec un contenu qui aura été digéré. Donc je trouve que ça, c'est assez intéressant. Pour terminer, on parle souvent de contenu automatisé, on l'a abordé. Comment éviter que cette automatisation, c'est un petit peu ce fantasme de tout va être automatisé et finalement l'intervention humaine va se réduire à peu de choses. Comment est-ce qu'on peut nuancer ce débat? Comment est-ce qu'on peut rassurer les participants à ce webinaire pour leur dire
faut peut-être tester les choses, mais votre intelligence et votre créativité, c'est ce qui continue à prédominer. Quel est le conseil que vous pourriez leur donner par rapport à des outils, par rapport à des pratiques? La première chose, c'est de finalement être au courant des règles que la Commission européenne nous donne, notamment via les AI Act. Il y a une notion qui est très importante dans l'utilisation de l'AI, c'est que l'AI ne va pas décharger la responsabilité de l'humain qui va l'utiliser. Donc il y a un besoin de human in the loop, que l'humain reste en contrôle. Et je pense que c'est un premier conseil qu'on peut donner à tout le monde, c'est rester en contrôle. Ne libérez pas l'ensemble du contrôle à la machine, puisque de toute manière, pénalement, c'est vous qui serez responsable si jamais quelque chose se passe mal. Donc, c'est du bon sens de rester en contrôle de l'AI. Et quelque chose que je conseille beaucoup, c'est à chaque fois que vous demandez quelque chose à ChatGPT pour utiliser comme source pour vos articles, de demander à ChatGPT de vous donner ses propres sources. N'acceptez pas de manière aveugle ce que ChatGPT va vous donner, demandez-lui où est-ce qu'il allait chercher son information et contrôlez que cette information existe réellement, parce que ce n'est pas toujours le cas. On parle d'ailleurs, statistiquement il y a plusieurs études, mais on parle d'ailleurs de 30% de manière générale sur tous les modèles de langage, de 30% d'hallucination aujourd'hui, donc 30% des réponses sont potentiellement une erreur, une hallucination du chatbot. Catherine, quel est ton mot de la fin ou ton conseil? Moi, ce que je me dis, c'est que si on utilise l'intelligence artificielle pour créer énormément de contenu, et puis qu'on demande à l'intelligence artificielle de résumer ces contenus et de nous les lire, en fait, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit et ce qui est important dans nos sociétés les plus individualistes, c'est quand même garder l'humain en premier. Et donc, pour éviter d'avoir des contenus trop standardisés, et puis aussi à partir du moment où sur les réseaux sociaux, on va être inondé de contenus de plus en plus rédigés grâce à l'IA, il va se déclencher une sorte de guerre de l'attention, comment faire en sorte que ce soit mon contenu qui prévaut par rapport à contenu créé par plein d'autres intelligences artificielles. Et là, il n'y a rien à faire, c'est tous les ressorts d'une histoire, quels sont les ingrédients de teasing, comment passionner son audience, les éléments d'un ressort, d'un scénario et des choses comme ça, pour emmener vraiment son lecteur dans sa propre aventure. Et à partir du moment où on partage une émotion, où on partage vraiment et on se connecte en tant que lecteur et rédacteur sur une même émotion, le job est fait. Et pour ça aussi, l'intelligence artificielle a une limite et c'est important de rajouter cette couche-là. Et tant que l'intelligence artificielle n'y arrivera pas, on a encore de bons jours devant nous en tant que créateur de contenu, quoi. Laurent, Catherine, merci pour ces informations riches et éclairantes. Si je peux me permettre, je pense qu'en 45 secondes, comment vous conseillez de faire pas seulement vos premiers pas, mais de franchir ce pas peut-être de la crainte de cette standardisation. Je pense qu'il faut d'abord bien comprendre le champ des possibles, où est-ce que l'IA peut vous emmener aujourd'hui, et puis vous faire votre propre religion par rapport aux outils et par rapport aux fonctionnalités, et décider par vous-même de jusqu'où l'automatisation va aller, puis quelle sera ma part de créativité. Mais essayons surtout de voir comment aujourd'hui une certaine forme d'automatisation va vous permettre de générer du contenu de qualité, de plus grande qualité. Pas un contenu standardisé. On ne parle pas uniquement de volume. Je pense que le débat, il va également se porter sur le volume. D'ici 2030, certains Gartner notamment, nous dit que 80 à 90% des contenus qui seront en ligne seront totalement générés par de l'IA ou partiellement aidés par de l'IA. Ça donne un peu le tournis. Je pense que ce qui va faire la différence, ce n'est pas dans ce volume de contenu, c'est la qualité. Et en tant qu'utilisateur de l'IA et générateur de contenu, est-ce que l'IA et moi, mon intelligence, mon sens critique, ma créativité, cette collaboration va me permettre de générer des contenus de meilleure qualité? Je pense que ça, c'est le vrai débat. Et pour ça, il faut franchir le pas de la crainte et il faut tester des choses. Et puis, vous n'allez pas forcément avoir une approche standard, vous allez avoir une approche commune, peut-être pas avec les mêmes outils, mais je vous invite vraiment à sauter dans le train et faire plein d'essais et surtout de vous amuser. Voilà, je ne sais pas si on passe peut-être aux questions. Merci beaucoup. Juste avant de démarrer sur les questions, remercier les participants et bien confirmer que vous recevrez la liste de toutes les ressources par email ainsi que le lien pour le replay. Il y a des mentions aussi d'outils dans le chat, ils seront repris dans la liste des ressources.
Et du coup, justement, j'ai une question par rapport à ce que tu mentionnais sur la qualité de ce qui est produit par l'IA, et justement comment faire la différence entre tout ce qui est utilisé aujourd'hui par finalement tout le monde, et que du coup, il y a peut-être moins de professionnalisation de certaines choses qui sont produites, notamment dans la création de contenu. Et du coup, comment, même avec l'IA, on peut justement arriver à cette qualité et se sortir un peu de ce qui existe en ce moment. En termes rédactionnels, on peut... Alors, comme tout ce qui doit être mesuré, tout ce qui doit être comparé, il faut d'abord savoir quels sont les KPI qui vont nous intéresser. Donc, choisir ces bons KPI, c'est capital. Et en termes de KPI, pour un article, ce qui est intéressant, c'est de savoir combien de personnes vont le lire, combien de temps ils vont passer sur l'article. Et donc ici, Google Analytics, par exemple, va être un moyen de savoir est-ce que l'article que j'ai généré par l'AI fonctionne mieux que l'article que j'ai rédigé tout seul. Et donc le simple fait de faire de l'A/B testing sur les métriques qui vous intéressent, le temps passé sur la page, le nombre d'articles lus par vos visiteurs, ça va être un premier moyen de savoir si ce que vous faites avec l'intelligence artificielle fonctionne ou pas. Si vous voyez une chute du nombre de lecteurs, une chute du temps passé sur la page, c'est sans doute que vous avez intérêt à aller améliorer votre manière de faire les choses. Très bien, merci. Et du coup, on a aussi beaucoup de réactions sur justement la propriété intellectuelle, les droits d'auteur, sur aussi, par exemple, avec l'utilisation du voice-over, des voix, le remplacement de l'humain. Qu'est-ce que vous avez comme feedback par rapport à ça? Catherine? C'est très compliqué, effectivement. J'avoue que c'est un des dangers. Il faut par exemple savoir que pour une photo, à partir du moment où on upload une photo ou du texte qui est protégé par des droits d'auteur, on est soumis, comme quand on fait une copie d'une œuvre d'art et des choses comme ça, à ces limites-là. Pour le reste, ces genres d'outils, effectivement, il y a une sorte de flou artistique et je pense que les avocats ont pas mal de boulot dans les années qui viennent sur effectivement qui est responsable de ce contenu. J'avoue que je ne m'y connais pas assez pour me lancer dans une bonne réponse. J'interviens sur ce sujet au niveau de la Commission européenne et au niveau de la transcription dans la loi belge du AI Act. Et c'est vrai que ça fait partie des grands débats. Parce qu'à partir du moment où on utilise ChatGPT ou n'importe quel GPT, on travaille sur un modèle qui a été entraîné à la base avec une série d'informations textuelles ou imagées qu'on ne connaît pas. Là-dedans, bien évidemment, il y a du contenu qui est protégé par du copyright. À partir du moment où je vais utiliser ceci pour aller créer une nouvelle image, est-ce que l'image qui arrive est considérée comme une image nouvelle parce que personne ne l'avait fait auparavant, ou est-ce qu'elle est considérée comme une copie parce qu'elle se base sur des éléments qui, eux, étaient protégés? Ça fait partie, comme tu dis, d'un flou artistique qui, pour l'instant, n'est pas clairement défini au niveau de la loi européenne. Et donc, sans doute qu'on va devoir attendre les premiers cas d'usage et les premiers procès pour savoir quelle va être la jurisprudence sur cet aspect de la loi. Ne pas oublier que la loi qu'on utilise actuellement, qui va devenir la référence pour l'intelligence artificielle en Europe, le AI Act, a été écrite en 2020, c'est-à-dire juste 2 ans avant l'arrivée de ChatGPT. Alors bien entendu, une grosse partie de la loi a été réécrite juste après l'arrivée de ChatGPT, mais une bonne partie a été déjà obsolète au moment où elle a été votée. C'est un des dangers. Moi, si je peux juste intervenir sur la partie image, alors sur les textes, plus vous intervenez et si vous contentez juste du copier-coller ce que ChatGPT ou un autre moteur vous a donné, on peut dire oui, mais enfin c'est moi qui ai généré le prompt, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Donc plus l'intervention humaine est là, plus vous êtes détenteur de votre contenu. Mais sur les images, c'est beaucoup plus spécifique. Je pense que même si vous faites preuve de bonne foi dans la rédaction d'un prompt pour générer une image, et vous n'avez pas l'intention de copier une image ou un style existant, je vous conseille vraiment, si c'est pour une utilisation commerciale, de faire des captures d'écran des prompts que vous avez utilisés.
parce que ça permettra de témoigner de votre bonne foi dans l'écriture du prompt, en disant « j'ai pas tenté d'imiter un peintre, un photographe ou une image existante », mais la probabilité que l'image unique qui a été générée ressemble de manière fortuite à une image protégée quelque part dans le monde, cette probabilité, elle est minime, mais elle existe. Et donc, en gardant une trace du prompt et de la démarche intellectuelle que vous avez eue, et en disant « je n'ai pas du tout cherché à copier », ça vous permettra déjà de vous protéger lorsque c'est une utilisation commerciale, évidemment, de l'image générée par l'IA. Très bien, du coup je rebondis aussi sur la question du contenu visuel, puisque y avait vous avez donné des pistes pour le contenu écrit, justement pour se différencier et voir par rapport au contenu qui était produit avant. Et justement en termes d'image, et notamment on a une question par rapport au cookie-less future, donc on n'a plus de cookies, comment on se différencie par rapport à du contenu visuel, à des vidéos avec l'IA? Je ne comprends pas directement le lien avec le cookie dans ce cas-ci. Je pense peut-être c'est par rapport au tracking de comment, ce que vous disiez par rapport à l'écrit avec Google Analytics. Donc, là, pour le coup, on a peut-être moins de retour. Ouais. La loi parle de la disparition des cookies tiers, pas de la disparition des cookies dans leur généralité. Et à partir du moment où vous traquez ce qui se passe sur votre site, vous le faites avec des cookies qui sont votre propriété, qui vous appartiennent. Ceux-là ne sont pas menacés par la loi. Donc là, vous allez pouvoir continuer à faire votre tracking en utilisant vos cookies first party. Vous n'aurez simplement plus la possibilité d'utiliser des cookies tiers qui ne sont pas utilisés dans cette approche de tracking. Et par rapport justement à la différenciation pour le contenu visuel, qu'est-ce que vous recommandez ? Là, encore une fois, on peut répliquer ce qu'on fait en image avec ce qu'on fait en rédactionnel. Nous, on a créé des GPTs avec le style rédactionnel de nos différents journalistes. Nos photographes ont aussi leur propre style. Donc, pourquoi pas intégrer dans le processus de création des bibliothèques de style qui correspondent à vos différents photographes ou d'une personne avec qui vous avez travaillé et qui peut apporter ce style supplémentaire. Nous, on a 3 photographes dans la maison. On ne l'a pas encore fait, mais on pourrait dire par exemple, l'image que je te demande de générer, génère-la avec le style de photographie de tel ou tel photographe de la maison. Je pense qu'il y a aussi une évolution au niveau de l'IA qui permet de bien comprendre le contexte de lecture de la personne. Hein, où on regarde une vidéo sur un média où on est en train de lire un article, l'IA va certainement bien comprendre le contexte de lecture et nous fournir de meilleures recommandations pour le suivi. Est-ce que je dois regarder telle vidéo, telle vidéo? Donc les recommandations formulées par l'IA vont certainement être beaucoup plus pertinentes pour de nouveau plus d'efficacité. Ça va changer également beaucoup de choses dans l'univers de la pub, au niveau notamment des choix de spots télé. Vous regardez une série, il y a une course-poursuite la nuit dans une ville, il y a une sorte de sentiment très romantique par rapport à une scène ou un autre sentiment. Aujourd'hui, il y a des algorithmes qui sont capables de comprendre le pic sentimental qu'il y a dans une scène et de dire là, il y a un annonceur qui a un spot qui correspond à cette émotion. On arrête maintenant, on fait un bloc publicitaire et c'est cette pub-là qui va arriver. Donc sur la qualité des recommandations faites par l'IA, alors même si là on n'est plus sur du simple pixel, on va arriver sur des choses extrêmement performantes. Très bien, merci. Et juste une petite question de précision par rapport aux droits dont on parlait tout à l'heure, parce qu'il y a quand même la question de savoir si on doit mentionner qu'on a fait une photo ou un article avec l'IA, et aussi du coup, quelqu'un demande pratiquement si je mets une explication textuelle et que j'en sors une image, est-ce qu'elle est libre de droit, donc utilisable par tout le monde, ou est-ce que vraiment il y a des droits d'auteur et IA et miens qui sont associés à cette photo ? Alors la première chose quand on utilise l'une de ces plateformes, c'est avant tout d'aller lire les termes et conditions de ces plateformes. Parce que vous allez vous rendre compte que suivant la plateforme que vous allez utiliser, l'image générée devient votre propriété ou reste la propriété de la plateforme sur laquelle vous l'avez générée ou tout autre modèle exotique. Donc la première des choses à faire, c'est vraiment d'aller regarder quelle est la règle sur la plateforme que vous avez utilisée. Regardez aussi quelles sont les règles qui existent au niveau de la loi européenne. Et puis aussi, sachez qu'il existe de nombreuses associations en Belgique
qui gèrent le marketing et qui essayent, et la rédaction, et qui essayent de s'autoréguler pour faire en sorte que les problèmes soient d'abord gérés entre professionnels d'un même milieu avant d'arriver au tribunal. Et donc, si je prends par exemple le domaine du marketing et de l'utilisation des images générées dans un contexte marketing, on va avoir des organisations comme la BAM, la FEDMA, l'UBA, l'IAB et d'autres qui vont prendre position pour donner des règles sur dans quel cas est-ce que vous devez expliquer que l'image que vous montrez est une image qui a été générée par AI. Ici, le fait d'aller décrire que votre image a été faite par AI n'est pas forcément une obligation légale, mais le fait que vous fassiez le choix de le montrer, ça va être une considération éthique. Vous apportez quelque chose de plus. Vous ne respectez pas forcément les règles du jeu du gouvernement parce que le gouvernement ne vous oblige pas à le faire, mais vous respectez les règles du jeu du consommateur. Le consommateur s'attend à ce que vous le fassiez et en le faisant, vous allez lui apporter quelque chose de plus qui lui va lui apporter une valeur supplémentaire. Oui. Je voudrais compléter en disant qu'il faut, selon moi, faire preuve d'une extrême transparence. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, hein, c'est dire voilà, on a créé cette image avec l'IA, que ce soit pour les marques ou que ce soit pour les médias. Et faites en effet très attention aux différentes plateformes. Parfois, les choses changent. Si vous avez juste un accès gratuit, vous pouvez générer des images, mais dans certains cas, sur certaines plateformes, vous ne pouvez pas utiliser cette image commercialement. C'est uniquement quand vous passez un abonnement payant que vous pouvez l'utiliser commercialement. Dans d'autres, ce n'est pas le cas. Et puis, ce qui est surtout très important, c'est de comprendre qu'une image générée, dans la majorité des cas, sur la plupart des plateformes, n'est pas une image qui est exclusive. C'est-à-dire que si votre concurrent décide de reprendre cette même image, vous n'avez aucun recours. C'est une image qui a été générée par l'IA et qui, globalement, appartient à la communauté. À quelques exceptions près, en fonction des abonnements, vous pouvez prendre des abonnements beaucoup plus chers pour avoir une sorte d'exclusivité sur l'image générée, mais ce n'est pas ce qu'on utilise le plus. Alors justement, je voulais rebondir sur ça parce qu'il me semblait qu'il y avait en effet une différence entre du contenu... Enfin, si on a un abonnement à une plateforme, par exemple ChatGPT, si c'est un abonnement payant ou public, là, il y a une différence dans le traitement de nos données. Ou peut-être c'est une erreur, c'est ça ? Il faut aussi nuancer, même si vous avez un abonnement à ChatGPT à 20 $ par mois, vos données ne sont pas protégées. C'est-à-dire que tout ce que vous allez y mettre comme PDF, information, tous les prompts, vont potentiellement nourrir son prochain dataset. Ça veut dire qu'un médecin qui de toute bonne foi se dit oh là là, je vais charger le dossier médical de mon patient parce que je dois remplir des papiers donc, sur un fichier Excel, potentiellement si vous posez des questions sur la santé du patient dans le prochain dataset, vous allez avoir des informations. La même chose pour n'importe quelle entreprise. C'est un vrai fléau aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens utilisent les versions gratuites de ChatGPT, se disent je vais faire mon PowerPoint en mettant le résumé de notre réunion managériale avec les informations sur la vision de l'entreprise, comme ça me fait gagner du temps. Ce sont des informations confidentielles qui potentiellement, quelqu'un d'autre qui dans quelques mois va faire des recherches sur la vision ou sur l'évolution de votre entreprise, va retrouver ces informations dans ChatGPT. Donc il faut quand même faire attention. L'abonnement à 20 $ ne permet pas d'anonymiser ni de protéger vos datas. Ce n'est que quand vous souscrivez un abonnement à 25 $ par mois, c'est-à-dire la version Team de ChatGPT ou ChatGPT Enterprise, où il y a une anonymisation de vos données. Pas la même chose sur Copilot. Les règles sur Claude sont encore différentes, donc on voit que c'est un peu la jungle. En tout cas, avant de mettre des choses confidentielles, faites attention, lisez bien les informations. Je pense que c'est presque un devoir. L'IA, c'est plein de nouvelles opportunités, c'est aussi plein de nouvelles responsabilités en tant qu'utilisateur. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant d'utiliser. C'est un prompt qui est devenu viral il y a quelques semaines. C'est de demander à ChatGPT, par rapport à tout ce que tu sais sur moi et sur ma vie, génère une image représentant ma vie. Et là, vous allez vous rendre compte dans l'image qui est générée que ChatGPT a retenu beaucoup plus de choses que vous ne l'imaginez sur vous-même, sur les choses qui vous intéressent et sur les topics qui sont vraiment importants pour vous. Donc faites le test, demandez à ChatGPT de générer cette image-là. C'est un bon moyen de se rendre compte de la masse de data qui est récoltée. Merci beaucoup. J'ai une petite dernière question très précise, mais de Pierre, qui demande si vous utilisez Copilot dans vos structures. Copilote ? Copilot. Moi pas.
Nous, on a fait le test et on est revenu sur ChatGPT, on le préférait. Mais, très important, on a différentes générations de journalistes et d'employés chez nous et on se rend compte que la génération la plus jeune a tendance à privilégier Copilot plutôt que ChatGPT. Donc peut-être encore des préférences générationnelles. Et moi, pour terminer, je suis un peu agnostique, je teste énormément de plateformes. Copilot, jusqu'à présent, ne m'a pas enthousiasmé, même s'il est inclus dans la suite Microsoft. Je le trouve moins performant et puis il n'a pas le côté multimodal que Claude ou que ChatGPT peuvent avoir. Mais il est en pleine évolution et puis il faudra vérifier un peu l'évolution de Microsoft vers des agents IA qui seront capables de performer différentes tâches, pas simplement d'apporter des réponses. Ça, c'est une évolution en 2025 qu'il faudra suivre de très près parce qu'ils ont pris une longueur d'avance sur tous les autres acteurs. Très bien, ça clôture les questions, parce qu'on a dépassé un petit peu le temps. Donc je vous remercie, je vous laisse clôturer, David, cette session. Merci pour toutes ces questions intéressantes. J'espère que ça a mis de l'eau au moulin et que ça vous permet de progresser dans votre réflexion, de vous conforter dans certaines convictions. Je pense que je l'ai dit, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se tenir au courant et de tester des choses, parce que ce n'est qu'en testant, vous allez pouvoir vous dire si cet outil va vous aider ou pas. Ça reste un outil, ça ne va pas vous remplacer, mais ça peut être un formidable accélérateur, facilitateur de certaines tâches. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et de nouveau, pas parce que vous utilisez un outil comme votre voisin que ce sera la même utilisation. Prenez un appareil photo très complexe, vous le mettez dans les mains de 3 photographes différents, un amateur, un super pointu et un artiste. Ça ne va pas donner les mêmes photos alors que c'est le même boîtier et la même focale. C'est la même chose avec ChatGPT, avec Copilot. Ça dépend jusqu'où on va dans l'utilisation parce qu'il y a une possibilité assez infinie de type d'utilisation. Donc faites-vous votre propre main, utilisez vos prompts, créez votre propre librairie de prompts pour pouvoir mieux performer certaines tâches au quotidien. Bon, ça fait partie de l'évolution de notre manière de travailler, en tout cas dans les prochains mois. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin. Non, j'en ai un petit dernier. Ah. Justement, parce qu'on a posé une question très intéressante. Mais en effet, l'IX Academy propose des formations en intelligence artificielle sur la création de contenu, mais aussi la stratégie et comment utiliser ces outils. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet ixacademy.be, c'est vraiment un promo. Et voilà, ou nous contacter directement par email. On pourra répondre à toutes vos questions sur ça. Merci beaucoup. Ciao. Au revoir tout le monde, merci.